Et c'est vraiment le thème de votre livre. C'est toute l'idéologie de la NUPES et de la France Insoumise. Il faut toute la journée casser du sucre sur le dos de la police. La police tue, la police est votre ennemi. Or, dans les faits, ben non, la police nous protège. Et la preuve par Bordeaux, la preuve par une autre ville, la preuve par ceci, la preuve par 1000, par 10 000. Par 10 000, bien sûr. Alexandre Devecchio, ça vous a fait réagir cette réponse Non, très, très, très juste. C'était en voyant les images, en disant... on a connu ça dans les salles de rédaction, d'ailleurs aussi, Charlie Hebdo. Il ferait mieux de pas parler ainsi, parce qu'on ne sait jamais aujourd'hui ce qui peut arriver. Oui. Céline ? Et ce que je trouve très, très choquant, c'est cette façon, en plus, extrêmement prétentieuse. C'est-à-dire, monsieur parle en majesté, en disant « Moi, le républicain, je me permets de vous faire une remarque, comment ose-t-on arriver armé ?» Et la personne le remet à sa place en lui disant « Je vous rappelle qu'en fait... » Et ça dit toute l'incompréhension de la NUPES. Autrement dit, qu'est-ce que c'est la police ? Le monopole de la violence légitime. Ils sont les seuls à pouvoir exercer la violence parce qu'ils le font au nom des principes et des idéaux qui ont créé notre société politique. Et elle est là, leur légitimité. Et celui qui devrait défendre cette légitimité-là est même incapable de la comprendre. François Pupponi. Ce qui est surréaliste, visiblement, ce policier est invité par la municipalité à venir parler de sécurité. Il vient armé, parce qu'il est tout le temps armé. Et donc ça veut dire qu'on dit à des policiers, quand vous rentrez dans un lieu de la démocratie, le conseil municipal, vous êtes suspecté d'être éventuellement une menace, et donc il faut laisser l'arme. Mais au nom de quoi ? Au nom de quoi ? Ils sont là pour nous protéger. Enfin, soit on considère que la police est républicaine et qu'elle est là pour protéger le citoyen, soit non. Et donc on s'en méfie. Et donc qu'un élu de la République soit capable de dire à un policier, selon les endroits, vous n'êtes pas armé, parce que moi, vous me faites peur, entre guillemets, et je n'ai pas confiance en vous, c'est tout révélateur de l'état d'esprit de la NUPES. Et ça révèle, je trouve, Éric Nolot, une des nombreuses dérives de la gauche, ou plus précisément de la France Insoumise, sous l'impulsion de Jean-Luc Mélenchon. C'est vraiment le thème de votre livre. Vous dites grandeur et décadence du camarade. Déchéance même. Déchéance, vous avez raison. Mais décadence, ça va aussi. Ça va aussi, ça marche aussi. Il y a eu une dérive de Jean-Luc Mélenchon à des visées électoralistes. Exactement. Enfin, il se trouve que moi, j'étais aux premières loges, puisque j'ai pu voir, j'étais chroniqueur, on n'est pas couché, et j'ai vu le même homme, à quelques années de distance, tenir vraiment des discours radicalement opposés. La première fois, c'était même très, très étonnant à quel point il tenait des propos durs sur l'islam, sur le voile islamique, sur l'islam en général. On a le droit d'être islamophobe, le voile islamique, c'est un vêtement obscène, etc. Et puis, petit à petit, en effet, pour des calculs électoralistes, celui qu'on considérait comme un laïcard, quelqu'un de presque trop dur, est devenu un islamo-gauchiste. C'est-à-dire qu'il a bradé toutes ses convictions contre la pêche aux voies islamo-gauchistes. Après, voilà d'où ça vient. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est jusqu'où ça va aller. Parce que Jean-Luc Mélenchon coalise deux des projets les plus sophistiqués de destruction de la civilisation, qui est d'un côté le wokisme et de l'autre l'islamisme. Et comme M. Coquerel a dit qu'il avait manqué 400 000 voix, qu'il fallait aller chercher dans les banlieues islamisées, comme ce sont des gens qui ne votent pas beaucoup, il faut envoyer des signaux de plus en plus forts. Et maintenant, je le résume en une formule, l'antisémitisme est devenu l'outil de conquête du pouvoir de Jean-Luc Mélenchon et de la France Insoumise. C'est inquiétant. Et on aurait pu croire que les événements du 7 octobre allaient freiner cette tendance. Au contraire, ils les ont accélérés. Maintenant, c'est la Palestine, ce sont des victimes, le Hamas est un mouvement de résistance. Ils ont quand même pris sur leur liste une candidate pro-palestinienne qui milite quand même pour la Palestine de la rivière à la mer, c'est-à-dire pour la disparition d'Israël. Ils poussent le curseur de plus en plus loin. Il n'y aura aucune limite, et je pense que ça peut même aller jusqu'à une forme de guerre civile, puisque, en fait, c'est ce qu'il veut à la fin, Jean-Luc Mélenchon, arriver au second tour contre Marine Le Pen, être défait, et ensuite jouer le fantasme révolutionnaire, le fantasme révolutionnaire qui est le leur. On va juste l'écouter, Jean-Luc Mélenchon. Il s'est exprimé hier à Nantes, notamment à propos de la situation à Gaza. Écoutez-le. Aucun crime ne justifie qu'on en commette un autre. Il y a une guerre pour le contrôle politique. Qui contrôle politiquement, c'est-à-dire militairement, la région? Voilà le sujet. Et nous sommes menacés d'une contagion de la guerre. Tout à l'heure, quand j'ai parlé d'Ukraine, vous dites ça nous concerne directement. Mais là-bas aussi, ça vous concerne directement. Et quand on vous raconte l'histoire que la liberté de la France se jouerait à Kiev, oh oui, bien sûr. Le coup d'avant, c'était à Kaboul. Le coup d'avant, c'était je sais pas où. La liberté, les grands mots, le blabla... Et on se gorge, on se gonfle, on est important parce qu'on va faire la guerre et on vient sur le plateau vous expliquer que tel missile est capable de vous arracher la tête sans vous enlever les bras, et tel autre, etc., etc. Les frappes sont chirurgicales. Et ils sont là, bla, 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 bla.
Et ils cachent la vérité comme ça. Elle est enfouie sous des monceaux de paroles qui n'ont pas de sens. La guerre au Proche-Orient, elle contient un risque de contagion dont personne ne sait où ça s'arrêterait. C'est pourquoi, après avoir dit qu'il fallait arrêter immédiatement par un cessez-le-feu l'extermination des Gazaouis, je dis pas touche au Liban, n'entrez pas au Liban, et nous avons, nous, le devoir de défendre le Liban. Jean-Luc Mélenchon. Oui, on ne peut pas rêver de meilleure illustration de ce que je vous dis. Il n'y aura pas de limite en réalité. Et en plus, il dit on essaie d'importer le conflit. Mais qui importe le conflit sinon la NUPES? Qui défile avec les islamistes et qui refuse de marcher contre l'antisémitisme en disant ceux qui marchent contre l'antisémitisme soutiennent des massacres à Gaza. Et ça va beaucoup plus loin, puisqu'en fait ils expliquent aux banlieues qu'ils ne vivent pas en banlieue, mais que eux sont les Gazaouis et que en fait la France c'est Israël et que les gens qui vivent dans les banlieues sont les victimes d'une forme de colonisation d'un pays qui s'appelle la France. Donc il a absolument transposé la guerre entre Israël et le Hamas en France. Moi cet homme m'inquiète, cet homme est un danger. Alors pour la gauche, il a éradiquer la gauche, qui a été remplacée par l'extrême gauche, mais c'est un danger pour la République et c'est un danger pour la France. Mais qu'on n'en prenne pas la pleine mesure m'inquiète encore plus. François Pupponi. Dire ne touchez pas au Liban, quand on sait que le Liban est aux mains du Hezbollah, que l'objectif du Hezbollah, c'est d'attaquer Israël pour faire disparaître Israël, et qu'on dit, non, ces gens-là, il faut les laisser tranquilles. Et surtout, les États-Unis eux-mêmes disent il est imminent que les Iraniens attaquent Israël en masse, fortement. Donc on est au bord de l'embrasement. Et au lieu de défendre le monde libre contre le terrorisme et l'islamisme, il nous explique qu'il faut laisser les terroristes tranquilles. C'est ça, exactement, c'est ça. Alexandre Devecchio. Non, mais c'est exactement le but, c'est effectivement d'aller chercher des voix dans les banlieues, quitte à dire aux jeunes de banlieue qui peuvent avoir des problèmes sociaux, du ressentiment déjà, leur dire en fait, vous êtes colonisés dans votre propre pays, les Français sont soit des racistes, soit des sionistes, enfin le gouvernement, l'État français met en place une politique systémique d'apartheid et révoltez-vous. C'est ça qu'il est en train de leur dire. Donc on parlait des émeutes tout à l'heure. Oui, il met l'étincelle, enfin l'allumette pour déclencher le feu. Le bidon d'essence. Moi, voilà. Alors, Sarah, en 2022, 64% des musulmans à la présidentielle ont voté pour Jean-Luc Mélenchon. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il s'adresse à son électorat, quitte à faire monter l'antisémitisme de façon directe ou indirecte. Ça, il s'en fiche complètement. Son but, c'est de parler à son électorat et d'avoir le maximum de voix. Et ce qu'il fait est extrêmement dangereux puisque ça infuse chez parfois, dans le public, les plus fragiles et les plus vulnérables. Et parler aux abstentionnistes. Ça, c'est son but. Dans ces quartiers, ils votent à 30%. Non, mais... Donc il sait qu'il a un réservoir de voix exceptionnel qui lui permet d'atteindre les 400 000 qui lui manquent. Éric Nolot, dans ce livre, La République s'établit, vous dites Mélenchon et les Juifs, l'antisémitisme de gauche, c'est l'internationalisme à la portée des caniches. Oui, parce que les événements du XXe siècle ont fait qu'on a associé, à juste titre d'ailleurs, l'antisémitisme à la droite ou à l'extrême droite. Mais l'antisémitisme est de gauche à l'origine. Jaurès était quand même furieusement antisémite, il a même été exclu de l'Assemblée nationale pour ça. Marx a fait des diatribes antisémites. Et à ma connaissance, Jean-Luc Mélenchon est le seul qui pratique tous les antisémitismes. Il y a 50 nuances d'antisémitisme. Il pratique alors l'antisémitisme d'extrême gauche, les juifs c'est la finance. Il pratique l'antisémitisme évidemment islamiste. Ces gens-là sont élevés à l'antisémitisme avec le lait de leur mère. Il pratique absolument toutes les formes. Il a même réactivé quelque chose d'incroyable, c'est le vieil antisémitisme catholique, vous savez. Le peuple déicide. Le peuple déicide, il a même sorti ça. Et quand il parle de mon ami Éric Zemmour, il dit Éric Zemmour, c'est pas étonnant qu'il soit contre la créolisation, les Juifs refusent de s'assimiler, ils aiment bien vivre entre eux. Écoutez, si on n'a pas compris à travers ces 4 exemples que c'est un antisémite endurci qui est prêt à tout pour arriver au second tour de la présidentielle et de mettre le bordel dans le pays et jouer le fantasme, qui est le fantasme par excellence de la France insoumise, c'est-à-dire la Révolution française, on n'a pas pris la mesure de ce danger. Et ce dont on ne se rend pas compte, c'est que l'antisémitisme ne peut mener qu'au massacre. Pourquoi ? Parce que quelqu'un que vous méprisez, dans le racisme, il y a une infériorisation de l'autre. Si l'autre vous est inférieur, il peut toujours vous être utile, ne serait-ce que comme bête de somme, ne serait-ce que comme utilitaire. En revanche, dans l'antisémitisme, on voit le juif comme supérieur, il est plus puissant, il est mieux organisé, etc. Donc dans ce cas-là, vous ne pouvez pas l'utiliser, vous ne pouvez pas le soumettre, il est un danger pour vous, donc vous ne pouvez que l'éliminer. Et en fait, cette partie qui n'est pas assumée du discours, mais qui se déduit de la façon dont la projection est faite sur l'image du juif,
amène à la violence extrême et à ce que toutes les limites tombent. Donc ça aussi, c'est effrayant dans le fait de choisir l'antisémitisme comme moyen de ralliement et objet J'ajoute une chose, c'est que d'action. l'antisémitisme qui était limité à certains milieux, parce qu'il y a toujours un antisémitisme d'extrême gauche au nom de la lutte contre le capitalisme. Mais là, on a vu quand même des dames bien propres sur elles descendre de leur bicyclette pour arracher les affiches des otages. C'est des bobos. Donc en fait, cet antisémitisme qui était à la marge est devenu un antisémitisme central. Même des bobos, vraiment, on ne s'attendait pas à ça, descendent de leur bicyclette. Écoutez, quoi qu'on pense de ce qui se passe en Israël à Gaza, descendre de sa bicyclette pour arracher les affiches d'un gamin de quelques mois avec une violence, une haine. Et ça, c'est le résultat de Jean-Luc Mélenchon et de ses amis qui instillent ce poison antisémite en dehors des cervelles. Il y a aussi, et c'est un aspect important, un anti-américanisme de base chez lui. Tout ça, parce qu'il faut regarder ça du côté de l'Amérique latine, évidemment, de ses amis Chavez et Castro. Ça fait partie des fantasmes. C'est-à-dire on s'empare du pouvoir par la violence. En fait, ce qui les intéresse, c'est la violence. C'est le chaos. Il y a quand même un fait, ça peut paraître anecdotique, mais deux des lieutenants de M. Mélenchon, Mme Garrido et M. Corbière, ont un portrait de Lénine dans leur salon. C'est intéressant. Ils ont été un peu écartés quand même. Oui, mais enfin, c'est pas pour cette raison, croyez-moi. Parce qu'ils n'avaient pas le portrait de Staline. Ils étaient trop gentils. C'est l'inventeur du goulag et de l'extermination de masse. C'est intéressant. Imaginons que ça soit le portrait d'Hitler à la place. Je pense qu'il y aurait quand même des protestations. Non, ils vivent quand même sur ce fantasme de la violence révolutionnaire. Alors évidemment, l'Amérique du Sud, c'est vraiment quelque chose qui est pour eux un modèle. C'est le modèle absolu. Alexandre Devecchio. Oui, et c'est aussi une gauche, Éric le rappelait d'une certaine manière en parlant des bobos, qui a aussi oublié totalement les classes populaires, parce que je crois que, et même les classes populaires des cités, parce que tous, heureusement, ne sont pas antisémites, et il y aurait un projet politique à leur proposer, un projet social. On n'entend pas du tout Mélenchon là-dessus. Il est vraiment sur des délires sociétaux, sur un logiciel woke qui ressemble pas à la gauche même marxiste. On parlait de Marx tout à l'heure. Marx vomissait ce qu'il appelait le lumpen prolétariat. Aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon est le candidat de la petite bourgeoisie des grandes villes d'un côté et du lumpen prolétariat des cités de l'autre. Donc je crois qu'il a pas tellement à être fier. Il utilise l'humour noir, c'est que l'alliance des wokistes et des islamistes est évidemment contre nature, parce que les seconds ne rêvent que d'égorger les premiers. Tout ça en étant anti-américain. Je rappelle que le wokisme est d'importation américaine. Aujourd'hui, il utilise sans vergogne les seuls militants qui existent dans les quartiers populaires, ce sont les militants de l'islam radical. Il a passé un deal avec eux. Et je répète, il n'est pas loin. Quand on fait le total des voix qu'il a pu obtenir, à une présidentielle, il n'est pas loin. Il n'est pas au second tour non plus. Comment ? Il n'est pas au second tour. Lui, il veut pas être. Il veut être au deuxième tour. Il veut pas gagner. Ce qu'il veut, c'est que ce soit le chaos, comme effectivement il a éclairé tout à l'heure. Et donc, si le candidat entre guillemets de la Macronie fait un score moins bon que celui de Macron et que Mélenchon continue à être au niveau où il est, on verra. D'autant plus que le bloc central peut partir divisé. Allez, ça c'était pour les européennes. C'est la fin de l'émission. Merci Éric Nolot. La République, c'était une grandeur et déchéance du camarade Mélenchon aux éditions Léo Cher. On recommande. Voilà. Merci Céline Pina, Alexandre Devecchio, François Pupponi, Sarah Salman. Dans un instant, sur Europe 1, Hélène Zélani pour l'information et Christine Kelly sur CNews pour Pince à l'info. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes.